Salut, je m'appelle Marceline. Vous savez, la plupart des gens s'inquiètent de ce que leur famille dira lors de leurs funérailles. Mais moi, j'ai regardé ma propre mère lire ma nécrologie pendant que je respirais encore. Ils m'ont déclaré mort, ont organisé un service religieux, m'ont effacé de chaque photo, de chaque souvenir et je n'ai même pas été invité. Ils ont vendu mes affaires, pris mon héritage, réécrit l'histoire comme si je n'avais jamais existé. Et le pire, ils pensaient que je ne reviendrais jamais. Mais je l'ai fait. C'était un jeudi soir ordinaire lorsque mon téléphone a sonné. J'étais à mi-chemin de plier le linge dans mon petit appartement du côté sud de Saint-Louis, les informations locales bourdonnaient doucement à la télévision. J'ai presque ignoré la notification. C'était depuis Facebook Messenger, et soyons honnêtes, qui utilise encore ça? Mais ensuite j'ai vu le nom, Sheila Boone. Je n'avais pas entendu ce nom depuis plus d'une décennie. Mon ancienne amie de lycée, la fille qui m'a un jour emmené furtivement à des soirées autour d'un feu de joie derrière le terrain de football. Mon pouce a plané sur le message Curiosity One. Son message était court, et, c'est vraiment ça? Tu pensais que tu étais mort. J'ai cligné des yeux devant l'écran, supposant qu'elle m'avait confondu avec quelqu'un d'autre, mais j'ai ensuite fait défiler la page vers le bas et j'ai vu la capture d'écran. Elle avait joint une photo en noir et blanc de moi à 16 ans sur Facebook. En dessous, en lettres grasses, à la mémoire de Marceline Cross, notre fille, sœur, amie bien-aimée, 1992-2013. Mon estomac s'est tombé. J'ai regardé le message comme si c'était une mauvaise blague, une erreur, quelqu'un qui déconnait. Mais plus je regardais, plus j'avais froid. Sous la photo se trouvait un commentaire. Elle nous manque tous les jours. Elle nous a quittés trop tôt. Il a été posté par Solène Cross, ma sœur. Non, cela ne pouvait pas être réel. J'ai répondu à Sheila, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis en vie. Qui t'a dit que j'étais mort? Sa réponse est venue instantanément, ta mère. Ils ont organisé un service commémoratif, un grand service, à l'église. Je te pensais. Je pensais que tu étais mort dans un accident de voiture. Mes mains se sont figées. J'ai lu son message 2 fois, puis 3 fois. La pièce paraissait plus petite, l'air plus lourd. C'était une chose d'être désavoué, supprimé, oublié. C'en était une autre d'être enterré vivant. Avant même que je puisse traiter ce que j'avais vu, un autre message est apparu ici. Vous devez voir ceci, un lien YouTube. J'ai hésité une seconde, puis j'ai appuyé sur Play. La vidéo s'ouvre avec le logo de Cross Family Church, le doux bourdonnement de la musique d'orgue. En arrière-plan. La caméra a filmé les bancs bondés, des visages familiers que je n'avais pas vus depuis des années, des voisins, des cousins, des amis de mes parents, tous vêtus de noir. Puis ça a atterri sur elle, ma mère, Vera Cross. Elle se tenait à la chair calme, gracieuse comme toujours. Sa voix résonnait dans le sanctuaire. Aujourd'hui, nous nous réunissons en mémoire de Marceline, une âme troublée qui s'est égarée. Elle est partie maintenant, mais nous prions pour qu'elle ait enfin trouvé la paix. Je ne pouvais pas respirer. Ils ne m'ont pas simplement interrompu, ils m'ont déclaré mort publiquement, devant Dieu et devant tout le monde. La vidéo s'est tournée vers les visages du public. J'ai grandi avec des gens qui me tendaient des cocottes lors des pique-niques à l'église, qui souriaient et hochaient la tête tous les dimanches. Aucun d'eux n'a remis en question le mensonge, aucun d'entre eux n'a semblé surpris. J'ai laissé la vidéo tourner jusqu'à la fin, les larmes de crocodile de ma mère, la posture raide de mon père au premier rang, le regard vide de Soline, le diaporama à la fin, un montage de photos d'enfance de moi, mon diplôme de maternelle, mon sourire d'adolescent maladroit, la dernière photo de moi à 16 ans. Ils étaient tous assis là et pleuraient un enterrement qui n'était pas réel. À la fin de la vidéo, le silence dans mon appartement était étouffant. J'étais assis là, à regarder l'écran sombre, sentant quelque chose monter en moi, comme du chagrin mêlé de rage, le chagrin se transformant en quelque chose de tranchant. Je n'étais pas censé voir ça. Il m'avait enterré sans corps, sans poser de questions, sans combat. Pendant 12 ans, j'avais gravi les échelons à partir de rien, récurant les toilettes et les restaurants, servant des tables le week-end, me dépensant pour mes études. J'ai construit une vie dans l'ombre parce que je pensais que je n'avais pas le choix. Mais maintenant, je savais qu'ils ne m'avaient pas simplement laissé derrière eux, ils m'avaient effacé. Et le pire, c'est que personne, pas une seule personne, n'avait rien dit. L'heure suivante, floue, je restais assis là à revoir la vidéo,
lisant les commentaires sous cette publication Facebook, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, écrivant des choses comme « Elle était toujours si troublée. Nous avons essayé de l'aider, sa pauvre mère. Une telle perte. » Je me sentais malade. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message à Sheila. Pourquoi personne n'a demandé? Pourquoi personne ne m'a cherché? Sa réponse a été simple, ils ont dit que vous ne vouliez pas être trouvé. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Ils ne m'avaient pas seulement tué en parole, ils m'avaient rendu invisible et ils pensaient qu'ils pouvaient s'en sortir. Je me suis levé du canapé et je me suis dirigé vers la fenêtre. Les lumières de la ville de Saint-Louis m'ont répondu, inconscientes, indifférentes. Mais je n'étais plus la fille qu'ils ont enterrée il y a 12 ans. S'ils voulaient ma mort, très bien, je reviendrai comme leur pire cauchemar. Bien après que la vidéo des funérailles ait cessé de jouer dans ma tête, le silence de mon appartement pesait sur ma poitrine comme un poids. Je pensais que peut-être si je restais suffisamment immobile, je ne ressentirais pas ce vide nauséabond, la douleur d'être effacé. Mais le calme ne vous sauve pas. Cela donne seulement aux fantômes la possibilité de crier plus fort. Finalement, je suis retourné vers le canapé et j'ai attrapé mon ordinateur portable. La lueur de l'écran semblait trop brillante dans l'obscurité, mais je n'ai pas allumé la lampe. Je ne voulais pas de lumière douce ce soir. Je voulais le genre dur et froid qui montrait tout. Mes doigts bougeaient en pilote automatique. J'ai ouvert le dossier privé que j'avais gardé caché toutes ces années, j'y ai caché des photos, d'anciens emails, des bribes de souvenirs que je ne pouvais pas effacer même quand je le voulais. Là, je souriais au déménagement de mon dortoir universitaire le jour même. Une autre photo de moi et Sheila lors d'une fête d'Halloween couverte de paillettes, et une que je n'avais pas regardée depuis des années, moi à 19 ans, les cheveux attachés, assis en désordre sur les marches du porche de la maison que j'appelais chez moi, cette maison, l'endroit où tout se terminait. J'ai fermé mon ordinateur portable, me suis penché en arrière et me suis laissé tomber dans le souvenir. C'était le soir de mon 20e anniversaire, au printemps 2012. J'étais rentré tard à la maison, pensant que peut-être, juste peut-être, il m'aurait gardé une part de gâteau, peut-être que j'aurais un sourire de mon père ou un de ses demi-câlins de Soline. Espoir insensé. Au lieu de cela, je suis entré et j'ai trouvé ma mère qui attendait dans le salon, les bras croisés, les lèvres serrées. Elle ne m'a même pas laissé parler. Tu as fait ton choix, Marceline, dit-elle froidement comme du marbre, et tu n'es plus des nôtres. Avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, elle me fourra dans les bras un sac poubelle noir, à l'intérieur de mes vêtements, assemblés au hasard, et un aller simple pour Kansas City. Ce garçon n'est pas ton avenir. Nous le sommes, mais tu as choisi la rébellion, alors vas-y dans l'escalier, souriant comme si elle regardait un feuilleton. Je me souviens du poids dans mon ventre, plus lourd que le sac dans mes mains. Tu vas vraiment me jeter dehors, ai-je demandé, la voix craquante. Tu as fait ce lit, maintenant, allonge-toi dedans. Je cherche la fille qu'ils ont enterrée vivante. Cette nuit est restée avec moi plus longtemps que n'importe quelle cicatrice, mais je pensais que c'était la fin, être rejeté, expulsé. Il s'est avéré que ce n'était pas suffisant pour qu'ils m'exilent, ils ont dû m'effacer. Je me suis penché en avant, ouvrant à nouveau mon ordinateur portable sur une impulsion. J'ai cherché mon propre nom, rien. Pas de vieilles photos, pas de souvenirs tagués, pas de souhaits d'anniversaire des années passées. Mon diplôme d'études secondaires a disparu. Les photos de notre voyage en famille à Yellowstone ont disparu. C'était comme si chaque trace numérique de moi avait été nettoyée. J'ai ouvert le profil de Célène par dépit, faisant défiler sa vie parfaite et organisée, des articles sur les vacances en famille, sa grande promotion à la banque, la collecte de fonds annuelle de l'église, chaque légende dégoulinante de sucre, reconnaissante pour ma belle famille. Je ne saurais pas qui je suis sans eux, comme si je n'avais jamais existé. En parcourant plus loin, j'ai trouvé quelque chose qui m'a frappé en plein ventre, un post de 2014, une photo de ma chambre d'enfance, vide et mise à nu, sous-titré « Nettoyer le passé pour faire place à l'avenir ». J'ai reconnu le tapis enroulé dans le coin. L'étagère que mon grand-père a construite, celle que je remplissais de livres de bibliothèque empruntés, finie. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu d'une conversation que j'avais entendue. La nuit où ils m'ont mis dehors. La voix de Sélénée était étouffée à travers les murs minces. C'est elle qui a provoqué ça. Elle ne fait plus partie de la famille. À l'époque, je pensais que c'était juste de la colère. Maintenant, je savais que c'était quelque chose de pire, quelque chose de calculé. Ils ne m'avaient pas simplement mis à la porte,
il m'avait effacé. Le cimetière numérique était complet, aucune trace de moi nulle part, chaque souvenir, chaque photo, chaque message supprimé. Une partie de moi voulait fermer l'ordinateur portable et faire comme si je ne l'avais pas vu, mais l'autre partie, celle qu'il ne pouvait pas tuer, me faisait faire défiler, creuser, capturer tout ce que je pouvais trouver. Je n'allais pas disparaître tranquillement. Alors que l'aube commençait à poindre à travers les stores, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis dans le noir pendant un moment, écoutant la ville se réveiller devant ma fenêtre. Puis je me suis murmuré comme une promesse, tu voulais que je sois effacé, mais je suis toujours là et je reviens. Le soleil avait déjà commencé à se lever au moment où je me levais du canapé. Mon appartement baignait dans cette lumière douce et hésitante qui n'arrive qu'à l'aube, lorsque la ville n'est pas encore complètement réveillée et que tout semble fragile. Je n'avais pas dormi, n'est-ce pas? Ma tête bourdonnait comme une radio, coincée entre les stations, mes pensées sautaient de l'une à l'autre sans atterrir nulle part. La vidéo des funérailles, l'empreinte numérique vide, les paroles froides de Célène, tout cela tournait sans fin. Je me dirigeais vers la cuisine, préparais une tasse de café noir amer et me rassis à mon bureau. Mon ordinateur portable me regardait, attendant. Une partie de moi voulait la fermer, faire comme si ce cauchemar s'était terminé avec le lever du soleil. Mais je savais mieux. Ils voulaient que je sois effacé. J'étais sur le point de leur montrer à quel point ils avaient échoué. Sans réfléchir, j'ai ouvert un vieux dossier enfoui au fond de mes dossiers, des documents auxquels je n'avais pas touché depuis des années, factures, contrats, demandes de prêt, lettres de refus, une trace de ma vie lorsque je la construisais à partir de zéro. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Une demande de prêt de 2018, refusée. La raison, m'a regardé comme une gifle. Demandeur répertorié comme décédé. Mon estomac s'est effondré. Ce n'était pas une erreur, c'était un meurtre administratif. J'ai parcouru d'autres lettres, courriels, anciens documents fiscaux. 3 fois au fil des ans, j'avais été signalé comme décédé dans les dossiers. Cela n'avait aucun sens. À l'époque, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une erreur d'écriture, je l'ai ignoré parce que j'étais trop occupé à survivre pour la remettre en question. Mais maintenant, sachant ce que je savais, ce n'était pas un problème, c'était intentionnel. J'ai attrapé mon manteau sans réfléchir, j'ai laissé le café à moitié fini sur la table. La fraîcheur matinale de Saint-Louis m'a frappé le visage alors que je sortais. Les rues étaient encore calmes, les bus urbains commençant tout juste leur route. Lorsque j'arrive à l'hôtel de ville, le bâtiment vient tout juste d'ouvrir. Une employée du bureau des archives m'a accueilli avec un sourire ennuyé, me demandant comment elle pouvait m'aider. J'ai besoin d'une copie d'un acte de décès, dis-je. Elle haussa un sourcil. Un membre de la famille, j'ai avalé. Le mien. L'employé cligna des yeux mais ne posa pas de questions. Elle a tapé mon nom dans le système, ses doigts claquant rapidement sur le clavier. Une minute plus tard, elle fronça les sourcils, puis me regarda. Il est écrit ici, vous êtes décédé en 2013. J'avais l'impression que le sol craquait sous moi. Elle imprima le document sans hésitation et le fit glisser sur le comptoir. C'était là, mon nom, ma date de naissance, ma date supposée de décès, signée et déposée par nul autre que Verna Cross, ma mère. La cause du décès, accidentel d'un véhicule. Le mensonge, soigné et officiel, estampillé du sceau de la ville. Je suis sorti de l'hôtel de ville avec une copie de mon propre acte de décès, le papier brûlant entre mes doigts. Ce n'est que lorsque j'ai atteint le trottoir que le deuxième coup de poing m'a frappé, l'héritage. Lorsque ma grand-mère est décédée, elle m'avait laissé quelque chose, un petit fonds en fiducie, rien d'énorme, mais suffisamment pour repartir à zéro. J'ai essayé de le réclamer quand j'avais 21 ans, mais l'avocat m'avait dit qu'il n'y avait aucune mention de moi dans le dossier, que tout était allé à Vera et Céline. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque. J'ai supposé que ma grand-mère avait changé son testament. Ou peut-être que ma mère s'était assurée que j'étais écrit. Mais maintenant, j'ai marché directement vers le cabinet d'avocat. Je n'y avais pas mis les pieds depuis plus d'une décennie. Même mur gris, même chaise raide, même réceptionniste avec le même sourire fatigué. L'avocat, Monsieur Aldridge, se souvenait à peine de moi au début, mais lorsque je lui ai dit mon nom et lui ai demandé de revoir le cas de ma grand-mère, quelque chose a changé derrière ses yeux. Vous savez, dit-il en ajustant ses lunettes. J'ai toujours pensé que c'était étrange. Vous étiez censé être inscrit sur la liste, mais votre mère a fourni la preuve de votre décès. Lorsque la succession a été traitée, il a récupéré les anciens dossiers.
Et voilà encore, mon acte de décès me radiait légalement du testament. Ils ne m'avaient pas simplement déclaré mort, ils avaient volé tout ce dont j'étais censé hériter, tout cela parce que pour eux, j'étais mieux effacé. J'ai quitté le cabinet d'avocat avec des copies des documents sous le bras, mon esprit bougeant plus vite que mes pieds alors que je retournais à mon appartement. Au moment où je suis entré, la ville était complètement réveillée, le soleil du matin brillait à travers mes stores comme s'il voulait exposer tout ce que j'avais découvert. J'ai déposé les documents sur ma table à manger, mon acte de décès, le refus du prêt, le dossier de succession, les preuves, la preuve de ce qu'ils avaient fait. Ils m'avaient tué sur papier, mais j'étais toujours là et j'avais fini de les laisser écrire l'histoire. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de la compagnie aérienne et réservé un billet aller simple pour Saint-Louis. Il était temps d'affronter la famille qui m'a enterré vivant. L'avion a atterri à Saint-Louis juste avant midi. Les roues claquaient violemment contre la piste, comme si même le sol hésitait à m'accueillir à nouveau. Alors que je traversais le terminal de l'aéroport, je gardais la tête basse, mes lunettes de soleil cachant la tempête qui se préparait derrière mes yeux. Je n'avais pas mis les pieds dans cette ville depuis plus d'une décennie, mais d'une manière ou d'une autre, tout me semblait exactement pareil et rien ne fonctionnait. J'ai loué une voiture au bord du trottoir, le vendeur m'a à peine regardé lorsque j'ai remis ma carte d'identité. J'ai roulé dans les rues. Autrefois, je connaissais, comme le bout de ma main, l'horizon de la ville qui se profilait au loin, net sur le ciel bleu clair. Ce n'est que lorsque j'ai tourné sur Kingsbury Avenue que mes mains ont commencé à trembler sur le volant. Là, c'était la vieille église, l'endroit où ils avaient célébré mes funérailles. L'église de la famille Cross n'avait pas changé. Même extérieur en briques rouges, même clocher blanc raclant le ciel. Pendant un instant, j'ai ralenti la voiture, fixant les marches de l'entrée où je m'asseyais après l'école du dimanche, attendant que mon père termine sa petite conversation avec la congrégation. Maintenant, ces marches étaient tachées d'un souvenir que je ne pouvais pas nettoyer. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à conduire devant le dépanneur familier, devant le parc où j'avais l'habitude de cacher des cigarettes derrière les gradins, jusqu'à ce que finalement, inévitablement, je tourne dans la rue de mon enfance. La maison de la famille Cross se trouvait tranquillement au bout du pâté de maison. Même pelouse bien entretenue, même volet blanc, même rosier que ma mère taillait tous les samedis matins, sauf maintenant. C'était comme un tombeau. J'ai ralenti mais je ne me suis pas garé juste assez pour laisser mon regard s'attarder sur la porte d'entrée, celle que je traversais tous les jours sans réaliser à quelle vitesse elle pourrait se refermer derrière moi pour toujours. Au fur et à mesure que je passais devant, des souvenirs refont surface comme des invités indésirables. Il était tard dans la nuit où Vera m'a mis dehors. J'étais debout dans le salon avec ce ridicule sac poubelle noir. Mon père en face de moi, Aaron Cross, l'homme qui me berçait d'histoires au coucher sur des filles courageuses qui combattaient des monstres. Cette nuit-là, il n'a même pas pu croiser mon regard, Aaron. Lui aboyait ma mère, d'une voix aiguë et coupante, dis quelque chose à ta fille. Il ne l'a pas fait. Il se tenait là comme une statue regardant le sol, les épaules voûtées, comme s'il se rétrécirait dans le néant s'il restait suffisamment immobile. Je me souviens du goût de cuivre dans ma bouche, de la panique qui montait comme de la bile. Papa, murmurai-je, espérant, le suppliant d'intervenir. Arrête cette folie. Il secoua la tête. Ta mère a raison, dit-il doucement, la voix creuse. Vous avez fait votre choix. Ce choix m'a tout coûté. Le souvenir s'est effacé alors que je me garais sur le parking d'un petit motel du boulevard Delmar. Je ne voulais pas rester trop près de leur monde. L'employé du motel a à peine levé les yeux lorsque j'ai payé 2 nuits en espèces. Une fois dans ma chambre, j'ai déposé mon sac sur le lit et je me suis effondré sur la chaise près de la fenêtre, regardant fixement la circulation de l'après-midi qui passait. Le passé ne me laissait pas tranquille, alors j'ai arrêté d'essayer de le distancer. J'ai pris mon ancien téléphone, celui que je n'avais pas utilisé depuis des années mais que je gardais toujours dans un tiroir pour des raisons que je ne pouvais pas expliquer. Je l'ai mis sous tension, la batterie s'accrochant à peine à la vie. J'ai passé au crible d'anciens messages vocaux, d'anciens textes, des dossiers supprimés. C'est à ce moment-là que je les ai trouvés. Un dossier que je n'ai pas sauvegardé. Message de mon père, brouillon inodore, jamais livré. Je ne sais pas si tu liras un jour ceci, ta mère. Elle ne rend pas les choses faciles. Je voulais t'appeler le jour de ton anniversaire. J'aurais dû l'arrêter. Chaque message ressemblait à un couteau gravant de vieilles cicatrices. Il a essayé, mais pas assez. Dans mes brouillons de courrier électronique, il y avait des lettres,
des excuses maladroites, tapées mais jamais envoyées, des lettres qui n'allaient pas jusqu'à assumer leurs responsabilités. Ta mère pense que je ne devrais pas te parler. Elle dit que c'est pour le mieux. J'espère que vous êtes en sécurité où que vous soyez. J'ai fermé le téléphone et j'ai poussé un long soupir. Je n'avais pas réalisé que je tenais. Il n'était pas innocent, mais peut-être n'était-il pas sans cœur non plus. Ce soir-là, de retour au motel, je me suis assis au petit bureau près de la fenêtre, stylo à la main, cahier ouvert. J'avais arrêté d'écrire dans des journaux il y a des années, mais ce soir, les mots avaient besoin d'atterrir quelque part. Le silence est un choix. J'ai écrit et il a choisi de me laisser mourir. J'ai fermé le cahier doucement, comme s'il contenait quelque chose de fragile. Mon téléphone vibra contre la table, me sortant de mes pensées. Un message d'un numéro inconnu, anniversaire de famille demain. Tout le monde sera là. Mon cœur s'est calmé. Ce n'était pas une invitation, c'était un avertissement. La lumière du soleil du matin se glissait obstinément à travers les fins rideaux de ma chambre de motel, projetant de longues rayures sur les draps froissés. Je n'avais pas bien dormi. Mon esprit n'arrêtait pas de répéter ce message, fête d'anniversaire de famille demain. Tout le monde sera là. Ils appelaient ça une fête. Pour moi, cela ressemblait à des funérailles auxquelles je n'avais pas accepté. J'ai pris mon téléphone. Au moment où j'ai ouvert les yeux, les notifications ont cligné des yeux. Dans le coin de l'écran. L'un d'entre eux s'est démarqué, un événement Facebook transféré à partir d'un compte inconnu. Je l'ai ouvert, 40e anniversaire de mariage Vera et Harland Cross. Toute la famille est la bienvenue. La photo de la bannière était une photo de mes parents devant l'église, les bras autour de l'autre, souriant comme s'ils n'avaient pas enterré leur fille dans des mensonges. Des dizaines de commentaires défilaient sans fin. Félicitations au couple le plus fidèle que nous connaissons. Vous avez bâti une belle famille. Céline est une telle bénédiction. J'ai cherché dans la liste des invités. Mon nom n'y était pas, bien sûr. Ce n'était pas le cas. Sous la section RSVP, il y avait un commentaire épinglé de Vera, elle-même très reconnaissante envers notre fille unique, Céline, qui a porté l'héritage de notre famille avec grâce et force. Les mots ont frappé comme une gifle. Ils ne m'ont pas simplement supprimé, ils lui ont confié toute mon existence. J'ai fait défiler des doigts plus profonds, tremblant de rage silencieuse. La photo de profil de Céline me souriait, polie et parfaite, debout aux côtés de mes parents, comme si elle était le seul produit de leur amour, de leur fierté. Plus bas, un autre poste de Vera. Tous les membres de la famille ne restent pas sur le bon chemin, mais nous remercions Dieu chaque jour pour celui qui ne s'est jamais égaré. Sous un élan de sympathie et de louange. J'ai jeté le téléphone sur le lit comme s'il avait brûlé. Les heures passèrent sans que je m'en rende compte. J'ai dérivé entre arpenter la pièce et rester assis, le cœur battant avec une sorte de rage que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis des années. En fin d'après-midi, mon téléphone vibrait à nouveau, un message de Milo, mon cousin, l'un des rares à avoir toujours gardé ses distances avec les drames familiaux. Vous devez voir ça. S'y joint une photo d'un morceau de papier plié, dactylographié et soigneusement formaté, le discours de Céline. J'ai zoomé. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'amour durable de nos parents, mais aussi la famille qu'ils ont bâtie, une famille marquée par la résilience, la foi et la loyauté. Je me tiens devant toi comme la fille qui est restée, celle qui a porté notre nom quand d'autres ont choisi de partir. Ma gorge s'est serrée pendant que je lisais. Chaque mot était un poignard. Elle ne m'effaçait plus seulement à huis clos. Elle se tenait devant une foule portant mon absence comme un insigne d'honneur. J'ai répondu à Milo, comment as-tu eu ça? Sa réponse fut brève, tante Deline me l'a envoyé. Elle pense que tu devrais le savoir. Je m'assis au bord du lit, le poids de tout cela s'appuyant comme un rocher sur ma poitrine. Ils étaient sur le point de célébrer un mensonge, de sourire pour les photos, de lever des coupes de champagne, de dire au monde à quel point ils étaient tous parfaits. En dansant sur ma tombe assée, j'ai ouvert le cahier que j'avais commencé la nuit dernière, celui où j'avais écrit sur le silence de mon père. J'ai feuilleté une nouvelle page et j'ai griffonné, tu m'as enterré une fois. Honte à toi. Tu m'enterres 2 fois. Regardez ce qui se passe ensuite. Ensuite, j'ai repris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Milo, dis quelque chose à tante Elphine pour moi. Il a répondu instantanément, quoi? Dis-leur ça? S'il continue à m'enterrer, j'emmènerai tout le cimetière avec moi. Le soleil baissait derrière les stores du motel.
Je me suis tenu ému vers la table où j'avais disposé mes documents, l'acte de décès, les documents d'héritage, les captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux, les copies du discours que Milo m'avait envoyé. Je les ai soigneusement organisés dans un dossier. S'ils voulaient faire un spectacle demain, j'allais leur donner une fin que personne n'oublierait. La nuit tombait. Au-dessus de Saint-Louis, je me suis assis près du miroir dans la chambre du motel, attachant mes cheveux. J'ai regardé mon reflet. Pas la fille qu'ils avaient qualifiée de troublée et rebelle, pas le fantôme qu'ils ont déclaré mort. Une femme qui avait récupéré de rien, qui savait la vérité. Demain, me suis-je murmuré, le regard fixe, je leur montre qui est vraiment mort à l'intérieur. Le lendemain midi, la ville avait l'impression de retenir son souffle. Effleurant les rues comme si rien de monumental n'allait se produire. Je me tenais près de la fenêtre de ma chambre de motel, dossier à la main, vêtu de noir, sans pleurer, me préparant. J'avais passé la matinée à bouger lentement, repassant délibérément les plis de ma robe, mettant mes documents en ordre, me coiffant proprement et bien. Chaque mouvement, une déclaration, j'étais en vie et j'en avais fini. Me cachant, à 13h30 précise, je me suis dirigé vers la maison de la famille Cross. Les rues devenaient plus étroites, plus familières à chaque détour, et là, au bout de Kingsbury Avenue, se dressait la maison qui était autrefois tout mon monde. Cela ressemblait presque à une mise en scène, des ballons attachés au portail d'entrée, une banderole tendue sur l'allée, 40 ans d'amour, Vera et Harland se croisent. Les voitures bordaient le trottoir. Les gens se pressaient sur la pelouse, tenant des flûtes à champagne, riant endimanchés. De l'intérieur, je pouvais entendre une musique légère et joyeuse, l'odeur des plats préparés et des roses fraîchement coupées mélangées au son d'une conversation polie. Une fête parfaite, un mensonge parfait. Je me suis garé 2 maisons plus loin, je suis sorti du dossier fermement rangé sous mon bras alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée. Personne ne m'a remarqué au début. Ils étaient trop occupés à sourire, trop occupés à se féliciter. Je me suis arrêté devant la porte pour les regarder. Vera flottait d'invité en invité comme une reine à la cour, impeccable dans sa robe bleu marine, son collier en argent reposant parfaitement sur sa clavicule. Harland s'attardait dans un coin, un verre à la main, les épaules voûtées comme un homme essayant de disparaître. Et Céline, radieuse dans une robe jaune pâle, se tenait devant et au centre, rayonnant la famille. J'avais été coupé de l'histoire qu'ils avaient réécrite sans moi. Je restais debout tranquillement pendant un autre moment, respirant la scène. Puis j'ai poussé le portail et je suis entré. Personne ne l'a remarqué au début. Les rires ne se sont pas arrêtés. Mais alors que je me dirigeais vers les marches de l'entrée, les têtes ont commencé à se tourner et lorsque Vera a levé son verre, la pièce est devenue nette. Merci à tous d'être ici, commença-t-elle, sa voix douce comme du miel. 40 ans de mariage, ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'amour, nous célébrons la famille. Elle jeta un coup d'œil vers Céline qui sourit gentiment, en connaissance de cause. Certains d'entre nous ont perdu des gens en chemin, des gens qui se sont égarés. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'apaiser. Nous les honorons aussi et nous rendons grâce pour la fille qui ne s'est jamais éloignée. Une vague de hochements de tête polie balaya la foule. Puis, comme si elle avait répété, Vera sortit un morceau de papier de la poche de sa robe. Je l'ai reconnue immédiatement, la même nécrologie qu'elle avait lue lors de mes funérailles il y a 10 ans, à la mémoire de notre fille bien-aimée Marceline Cross, perdue trop tôt mais jamais oubliée. Sa voix se brisait aux bons endroits, ses yeux brillaient d'un chagrin fabriqué. La prestation était impeccable. Jusqu'à ce que je franchisse la porte d'entrée, le bruit du cliquetis du loquet résonnait plus fort que son discours. Tante Ruth laissa tomber son verre de champagne. Il s'est brisé contre le sol. Un silence parcourut la foule comme un courant électrique. Vera se figea au milieu d'une phrase, la nécrologie glissant légèrement entre ses mains. Le sourire de Céline s'effaça, ses yeux se fixant sur les miens. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, le dossier fermement serré dans ma main. Désolé de vous interrompre, dis-je calmement, ma voix traversant la pièce. Je ne savais pas si j'avais besoin d'une invitation à mes propres funérailles. Le silence était assourdissant. Tous les regards se sont tournés vers Vera, puis vers moi. Certains visages exprimaient la confusion, d'autres l'horreur. Les lèvres de Vera s'entr'ouvrirent mais aucun mot ne sortit. J'ai avancé lentement et régulièrement jusqu'à me retrouver au centre de la pièce. Vous m'avez déclaré mort. Dis-je d'une voix ferme. Vous avez tenu un service.
Vous avez lu ma nécrologie dans une église remplie de gens qui applaudissaient, hochaient la tête et priaient. J'ai fait une pause, laissant le poids s'installer. Mais voici le problème. J'ai continué à ouvrir le dossier. On ne peut pas enterrer quelqu'un qui respire encore. Un par un, j'ai posé les documents sur la table à gâteau. D'abord le certificat de décès, tamponné et signé de la main de Vera. Ensuite, le dossier d'héritage montrant comment j'avais été effacé pour canaliser l'argent ailleurs. Ensuite, les lettres de refus marquaient le candidat décédé. Enfin, les captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux, la nécrologie, les mensonges qui avaient été répétés à maintes reprises. Vous avez dit à tout le monde que j'étais parti. J'ai dit en me tournant vers eux. Mais j'ai vécu, travaillé, construit une vie pendant que vous pleuriez un cadavre que vous aviez inventé. La main de Vera tremblait contre son verre. Ensuite, du fond de la salle, une voix rompit le silence. Vous n'êtes plus seul. Je me suis retourné. Tante Deline se tenait près du couloir. Ses yeux se sont fixés sur les miens. À côté d'elle, Milo s'avança également. Une fracture commença à diviser la pièce, claire et visible. Certains visages se tournèrent vers Vera, dubitatifs. D'autres détournèrent le regard, honteux. Les fantômes ne restaient pas enterrés. La famille était sur le point de se diviser complètement. Le silence qui suivit les paroles de tante Deline ne dura pas longtemps. Il craquait comme un verre mince sous le poids de trop de murmures, des halètements se propageant à travers la foule. Je pouvais sentir la pièce bouger, les yeux se promener entre moi et Vera, la bouche entr'ouverte d'incrédulité. Quelqu'un près de la table à gâteau marmonna, est-ce vraiment elle? Une autre voix plus basse, plus hésitante, elle est censée être morte. Le murmure devint plus fort, traversant la pièce comme une vague, prête à s'écraser. Vera resserra sa prise sur son verre de champagne. Ses lèvres formèrent une ligne si fine qu'elle disparut presque. Le regard de Céline ne m'avait pas quitté. On aurait dit qu'elle avait avalé du verre, rigide, pointu, prêt à couper. Tante Deline s'avança, ses talons claquant contre le sol ciré, le son transperçant la tension. Je suis restée silencieuse assez longtemps, dit-elle d'une voix ferme mais tendue. C'est vrai, Marceline est vivante. Elle a été en vie toutes ces années et nous avons tous fait partie du mensonge. Une ondulation de mouvement au fond de la salle, certains invités secouant la tête, d'autres échangeant des regards frénétiques. Les yeux de Vera se tournèrent vers Deline. Asseyez-vous, siffla-t-elle, assez tranchant pour trancher la peau. Mais Delphine ne broncha pas, je ne le ferai pas. À côté d'elle, Milo se redressa, le regard fixé sur Céline. Tu as fait ça, dit-il d'une voix plus forte maintenant. Vous les avez aidés à l'effacer. Vous êtes restés assis pendant qu'ils enterraient votre propre sœur et vous avez appelé cela la justice. La mâchoire de Célène se serra. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Non. Milo rétorqua. J'étais là la nuit où ils ont nettoyé sa chambre. Tu as agi comme si elle n'avait jamais existé. La foule s'est à nouveau déplacée, cette fois avec une division notable. Certains membres de la famille se sont rapprochés de Delphine et Milo. D'autres se rapprochaient de Vera et de Céline, tels des soldats se préparant au combat. Vera a retrouvé son aplomb, comme si c'était une seconde peau. Elle releva le menton, sa voix traversant le bruit. Tu veux parler de famille, dit-elle sèchement. La famille ne trahit pas son sang. La famille n'abandonne pas tout ce qu'elle défendait et ne revient pas en rampant juste pour détruire ce qui reste. J'ai croisé son regard sans cligner des yeux. Vous l'avez détruit vous-même. Le jour où tu as décidé que j'étais plus facile à enterrer qu'à aimer. La pièce éclata. Les voix se chevauchent, les gens se disputent dans les coins, certains se dirigent déjà vers la porte, des années de sourires polis et de prières dominicales se déroulent en temps réel. Céline s'avança, les yeux brûlants. Vous n'êtes là que pour tout gâcher. Tu as toujours été le problème, Marceline. Mes doigts se resserrèrent autour du dossier que je tenais à la main. Non, Céline, le problème c'est que tu as cru à tes mensonges si longtemps que tu pensais que personne ne les remettrait jamais en question. J'ai jeté un coup d'œil à la foule, certains évitant mon regard, d'autres hochant doucement la tête. Tu m'as effacé, continuai-je d'une voix coupant nettement le bruit. Mais je me suis reconstruit sans toi, sans rien de tout ça. J'ai posé le dossier sur la table à côté du gâteau d'anniversaire à moitié mangé. Je ne suis pas venu ici pour votre approbation. Je suis venu ici pour enterrer tes mensonges. Quelques membres de la famille ont applaudi,
hésitants mais réels. D'autres secouaient la tête, marmonnant dans leur barbe. Le visage de Vera est resté sculpté dans la pierre. Les yeux de Céline brillaient, non pas de larmes mais de rage. Puis Vera se pencha vers Céline, ces mots à peine audibles mais suffisamment tranchants pour trancher. Si elle veut la guerre, murmura Vera, son regard toujours fixé sur moi. Eh bien, donne-lui un. Et c'est ainsi que j'ai su que la vraie bataille n'avait pas encore commencé. Le lendemain matin, c'était trop calme. Je me suis assis à la table de la cuisine de tante Deline, une tasse de café ébréché me réchauffant les mains. L'air épais de tension. Les rideaux étaient à moitié dessinés, laissant entrer la lumière douce d'un matin nuageux de Saint-Louis. Dehors, les oiseaux gazouillaient comme le monde ne s'était pas ouvert. La veille, Deline se tenait au poêle en remuant de la farine d'avoine. Elle n'avait probablement aucune intention de manger. Milo s'est assis en face de moi en faisant défiler son téléphone mais pas vraiment en lisant. Aucun de nous n'a parlé. Au début, il ne restait pas grand-chose à dire. Enfin, Deline a rompu le silence. Ils ne vont pas le laisser se terminer comme ça. J'ai hoché la tête. Je sais que Milo vous a regardé près. J'ai pris une profonde inspiration, plus que prête. Le téléphone sur le comptoir a bourdonné. Deline l'a vérifié et a tourné l'écran vers moi. Un message de l'un de nos cousins. Réunion familiale aujourd'hui, 15 heures à la maison. Maman dit que tout le monde s'attendait à une réunion. Bien sûr, ils appelleraient une réunion. Vous ne pouvez pas balayer un crash funéraire sous le tapis sans avocat approprié. J'ai posé ma tasse de café. Donnons-leur les funérailles qu'ils méritent. Les heures qui y ont précédé ont rampé, mais d'une manière ou d'une autre, au moment où je me tenais devant la maison de la famille Cross cet après-midi, j'avais l'impression de clignoter et d'arriver. Pas de ballon cette fois. Pas de champagne, juste une allée pleine de voitures garées et de silence lourd suspendu sur la pelouse. À l'intérieur, le salon était emballé. Vera était assise avec raideur dans son fauteuil comme une reine en exil. Céline se tenait à côté d'elle, les bras croisés, la mâchoire serrée. Arlon occupait le coin le plus éloigné de la pièce, les yeux entraînés sur le sol. Tante, oncle, cousin, tout le monde était là en attendant. La porte cliqua derrière moi. Personne ne sourit. La voix de Vera a d'abord tranché dans la pièce. Commençons avec. Je suis resté debout. Je n'étais pas là pour m'asseoir poliment. Tu veux parler et dis-je. Voix même. Très bien, parlons. Deline a pris place près de la cheminée. Milo planait par la porte. Céline a parlé ensuite, son ton fragile, vous avez humilié cette famille assez. J'ai rencontré son regard sans cligner des yeux. Non, Céline, vous vous avez humilié au moment où vous avez décidé de m'effacer. La conversation a rapidement chuté. Après cela. Vera m'a pointé une main tremblante, vous avez toujours voulu déchirer cette famille. Vous l'avez fait maintenant. Vous l'avez déchiré le jour où vous avez signé mon certificat de mort, j'ai retiré, en tirant une copie et en le posant sur la table basse comme une arme. Vous avez décidé qu'il était plus facile de me tuer sur papier que de visage que j'étais vraiment. La pièce remua. J'ai pénétré dans mon dossier, présentant un document après document. Les documents de succession ont été relâchés sur le compte de Célène, les refus de prêt marqués décédés, les publications sur les réseaux sociaux. La nécrologie lue dans l'église comme les écritures. Vous ne m'avez pas simplement coupé, j'ai dit, vous avez réécrit toute l'histoire. Tous les yeux se sont déplacés vers Vera. Elle est restée silencieuse. Ensuite, du coin, la voix de Harlan s'est brisée. La tension que je connaissais. Les mots sont tombés comme une brique au milieu de la pièce. Vera a fouetté sa tête vers lui. Aaron ne le fait pas. Il ne l'a pas regardé. Ses yeux sont restés sur moi. Je savais ce que ta mère avait fait. Je connaissais les papiers, les mensonges. Sa voix craquait et je n'ai rien fait. Il leva finalement les yeux, la voix se brisant. J'étais un lâche. Personne n'a parlé. J'ai avalé. La bosse s'élevant dans ma gorge a forcé ma voix stable. Tu m'as laissé mourir parce que c'était plus facile. Arlon hocha la tête une fois un homme brisé. J'ai fait un pas en avant, laissant mes yeux balayer la pièce. Assez de cela, je ne suis pas revenu pour être pardonné. Je suis revenu pour terminer ça. J'ai atteint le dernier document de mon dossier, une plainte juridique officielle, estampillée et signée.
J'ai déposé des accusations, dis-je clairement, la voix sonne dans la salle, fraude, falsification des dossiers du gouvernement, vol d'héritage. Des halètements ont éclaté. Quelqu'un a chuchoté, elle est sérieuse. Je n'avais pas fini. Et demain, j'ai ajouté, un journaliste du Poste publiera toute l'histoire, chaque mensonge, chaque document. Tu voulais m'enterrer maintenant. Le monde entier saura comment vous l'avez fait. Le visage de Vera est drainé de couleur. Les lèvres de Solène se séparèrent. Aucun son ne sort dans la pièce. Les membres de la famille se sont déplacés inconfortablement, certains debout, certains se détournant. Vera a coulé dans sa chaise comme l'air avait été assommé de sa Céline, le visage rougi, tourna sur son talon et se dirigea vers la porte. Avant qu'elle ne l'atteigne. J'ai parlé une dernière fois. Ce n'est pas les funérailles que vous avez planifiées, s'arrêta-t-elle. Mais c'est celui que vous méritez. Une semaine plus tard, les rues de Saint-Louis se sont senties plus silencieuses. Je me suis assis sur le bord du balcon de mon nouvel appartement, du café à la main, regardant l'horizon. J'avais pensé une fois que je ne reverrais plus jamais. La guerre était terminée, mais les échos bourdonnaient encore sous ma peau. Les retombées avaient été rapides. Vera a perdu tout ce qui comptait pour elle. Pas l'argent qui était intact par la loi, mais la chose qu'elle appréciait davantage, l'image. L'Église a révoqué ses rôles de direction. Ses amis ont cessé d'appeler la communauté qui s'était accrochée à elle. Chaque mot a maintenant traversé la rue pour l'éviter. Céline n'a pas réussi beaucoup mieux. Elle a pris un congé de son travail un jour après la réunion de la famille. Les chuchotements de son lieu de travail sont devenus inévitables. Le nom de famille croisé signifiait quelque chose ici. Maintenant, cela signifiait la trahison. Arlon a quitté la maison 2 jours après mon départ. Pas de fanfare, pas d'adieu. Il ne m'a laissé qu'un message transmis par Deline, je vous ai échoué. Il n'y a eu aucun vainqueur, juste des survivants. J'ai pris une respiration lente, laissant l'air du matin refroidir mes poumons et j'ai repensé à cette réunion de famille, le jour où tout s'est ouvert. C'était comme gagner, mais c'était comme la vérité. Cet après-midi-là, je suis sorti du Crossom et suis allé directement au palais de justice. Les accusations que j'ai déposées contre Vera n'avaient pas gagné sa peine de prison. La contrefaçon et la fraude, oui, mais la loi a une drôle de façon de traiter les crimes familiaux. Elle a payé une amende lourde, a été condamnée à effectuer 200 heures de service communautaire, mais la vraie peine n'était pas légale. C'étaient les bancs vides de l'église dimanche, les amis qui ont cessé de répondre à ses appels, le nom qu'elle ne pouvait pas nettoyer et moi. J'ai tenu ma promesse. J'ai dit au monde entier ce qu'ils avaient fait. Un mois après la réunion, j'ai lancé le premier épisode de mon podcast, La fille qu'ils ont enterrée vivante. J'ai parlé dans le micro dans mon petit salon, une voix stable mais brute. Je n'ai pas simplement raconté mon histoire, je l'ai mis à nu, chaque document, chaque mensonge, chaque silence. Les téléchargements ont commencé lentement. Puis les messages sont venus, des étrangers de l'Ohio, de la Californie, du Texas, des femmes, des hommes, des gens qui avaient été effacés par leur propre famille, chacun portant leur propre cicatrice, leur propre fantôme. Certaines nuits, je me suis assis en lisant leurs emails jusqu'à ce que le soleil se lève. Je n'étais pas le seul. Un soir, Milo est venu avec une bouteille de vin et Deline traînant derrière lui tenant une tarte qu'elle avait elle-même cuite. Nous nous sommes assis autour de ma petite table de cuisine. Pas de discours, pas d'excuses, juste des rires et de longs silences. Cela ne se sentait plus lourd. À un moment donné, Milo leva son verre et dit tranquillement, à ceux qui sont restés. Delphine a ajouté, et ceux qui sont revenus, nous avons mangé, nous avons ri, nous avons laissé les blessures respirer. Plus tard dans la nuit, je me tenais près de ma fenêtre en regardant les lumières de la ville. Ce n'était pas la famille dans laquelle je suis né, mais c'était la famille que j'ai choisie, et en quelque sorte ça me semblait mieux. Alors que Dawn commençait à colorer le ciel, je suis sorti sur le balcon, laissant la brise fraîche se brosser contre ma peau. Ils avaient essayé de m'enterrer, mais j'avais appris quelque chose sur les choses enterrées profondément, ils ne restent pas silencieux, ils se reproduisent plus fort. J'ai souri faiblement et me chuchotais, pas pour eux, mais pour moi. Ils m'ont enterré une fois, mais j'ai repris. Les noms qu'ils vous appellent, les histoires qu'ils réécrivent ou les portes qu'ils ont fermées derrière vous. Ne le ferait pas? Si cette histoire touchait quelque chose en vous, je veux en entendre parler. Déposez un commentaire avec un pouce si vous avez déjà dû vous frayer un chemin lorsque le monde vous a découvert.
Ou dites-moi d'où vous regardez. J'adorerais savoir jusqu'où cette histoire a parcouru. Et si vous n'aimiez pas cette histoire, je veux aussi entendre cela. Dis-moi pourquoi. Racontez-moi votre histoire, car ici votre voix compte. Et si vous voulez des histoires plus réelles, brutes et inoubliables comme celle-ci, n'oubliez pas de frapper ce bouton d'abonnement et d'allumer les notifications. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'en vient.